Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit point lecture. Alors ce petit point lecture, quelques petites notes ici, mais je vous préviens d'ores et déjà, c'est des livres que j'ai lus il y a un certain temps, en fait tout simplement après le dernier point lecture qui date de octobre, même fin septembre je pense. J'ai pas fait de point lecture depuis parce que j'étais en mental breakdown, j'étais en burn-out YouTube, je ne pouvais pas, et surtout je lisais pas trop, je me suis vraiment fait une petite pause là-dedans. Mais c'était pas plus mal parce que vous allez voir que les lectures que j'ai lues du coup, c'était du vrai plaisir à purement parler. Vraiment. Je suis sous antidouleur là donc je réponds plus de rien. Donc je suis désolée si mon français n'est pas français. Donc voilà, on va les prendre dans l'ordre. En fait non, c'est pas du tout l'ordre dans lequel j'ai lu. Pas du tout. Rien. Zéro Agathe. Encore une fois. Vous allez voir, il y a pas mal de fantaisie, des petites romances et un petit contemporain. Il y a des livres dont je vous parle depuis pas mal de temps parce qu'en fait, vers la fin décembre, j'avais juste ma liseuse et je me suis dit tiens vas-y, je vais essayer de finir au maximum les livres que j'ai commencé. Et surtout, en fait, j'ai essayé de reprendre tous les livres qui étaient en cours chez moi ici en France et de voir est-ce que j'ai vraiment envie de les lire. Donc j'ai tellement numérique et il y en a 3-4, j'ai lu 3-4 chapitres et j'ai fait en fait non, je m'en fiche. Donc voilà, j'avais abandonné pas mal de livres et il y en a 3. Ouais, il y en a 3 que j'ai fini comme ça, donc j'étais plutôt contente. Et voilà, on va commencer tout de suite. Je crois que dans l'ordre, le plus vieux que j'ai lu, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber, donc de Joël Dicker. Voilà, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qui lui arrive celle-là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Non, mais pourquoi tu lis ça, Agathe? Je l'ai clairement laissé chez une amie chez qui je dormais à ce moment-là en voyage parce que j'allais pas me trimballer avec le bouquin tout le temps, mais j'ai adoré ce livre, vraiment j'ai adoré. En plus son chien l'a bouffé ce bouquin en fait, quand j'y repense j'aurais même pas pu le ramener ici. J'ai adoré ce livre, en fait c'est le livre préféré. Genre Joël Dicker c'est un peu un auteur dans ma famille, sacré, je sais pas si je peux vraiment dire ça comme ça. Dans le sens où dès qu'il a un nouveau bouquin, soit mon frère, soit mon père, si c'est au moment de Noël, c'est le truc qu'on prévient les gens en mode le nouveau Joël Dicker, ne l'achetez pas, je l'ai déjà prévu pour quelqu'un. Et après on se les refile entre nous, aux potes de mes parents, à la copine de mon frère, comme ça et tout. Et c'est vrai que moi qui lis énormément comparé au reste de ma famille, tout le monde était là en mode mais Agathe, le Joël Dicker, tu l'as lu, La vérité sur l'affaire Harry Kéber? Et j'étais tout le temps là en mode non, je sais pas, ça me tente pas. Et une fois à table, ils en parlaient, donc ma soeur, mon père et mon frère. Pourquoi mon frère en parlait alors qu'il l'a pas lu? Bref, les 3. Et quelqu'un demande mais du coup c'était qui le meurtrier? Et là mon père a failli le dire à voix haute. Et en fait au moment où il l'a dit, j'ai fait non, le dis pas, je vais le lire. Et là j'ai signé mon arrêt de mort parce que du coup ils m'ont embêté pour que je le lise. Et quand je suis partie en Colombie, je sais pas si vous vous rappelez, avant que je parte, je vous avais fait pas mal de petits hauls en mode quelle poche je vais emmener en Colombie, blablabla. Et j'avais emmené La vérité sur l'affaire Harry Kéber, que j'ai lu, donc je suis très contente parce que je me suis dit ça se trouve j'emmène un bouquin, je vais même pas le lire, parce que j'avais fait ça à Singapour. Et bref, donc j'ai lu La vérité sur l'affaire Harry Kéber comme probablement la moitié d'entre vous, et j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé, parce que j'ai pas eu peur. Et quand je vous dis que je suis une flippette, je suis vraiment... Parce que là, ma cousine est chez moi en ce moment, j'arrête pas de raconter ma vie, je suis désolée. Et elle m'a dit mais c'est pas possible, je pensais que moi j'avais peur dans les films, mais toi c'est pas possible. En fait dès que je vois un cadavre dans un film, donc là on est en train de se faire Castle, franchement Castle ça fait pas peur, mais à chaque fois qu'il y a le mort au début, je suis là en mode il va ouvrir les yeux, il va ouvrir les yeux, et tout le monde est là mais non pourquoi il ouvrirait les yeux? Je vous jure s'il y en a un qui ouvre les yeux dans les 8 saisons de Castle, ils me doivent quelque chose. Putain, faut vraiment que je le fasse. Enfin bon, je sais pas, j'ai toujours peur que les cadavres ils ouvrent les yeux. Dites-vous, hier, c'est le dernier fun fact sur ma vie et après on passe à autre chose, vous inquiétez pas. J'étais concentrée au supermarché devant un rayon de cuisine et je trouvais pas ce que je cherchais. Et en gros à côté il y avait un rayon Coca-Cola et les gars étaient en train de remplir le rayon. Et le mec d'un coup du coup passe à côté de moi et j'ai hurlé. Mais quand je vous dis j'ai hurlé, on aurait dit qu'il m'avait planté un couteau, j'ai fait il a fait oh, mais je suis désolée, je vous ai fait peur, mince, pardon et tout. J'étais en mode non ça va, genre je sursaute très facilement. Du coup je suis insupportable dans les films un peu à suspense, parce que les films d'horreur jamais je mets mon pied, même mon orteil dans une salle de cinéma pour ça. Bref, du coup j'avais très peur d'avoir peur, tout ça pour dire. J'ai pas eu peur, j'étais hyper intriguée. Vous allez suivre Harry Kéber, non pas Harry Kéber du coup, vous allez suivre Marcus quelque chose, qui est un écrivain énorme avec beaucoup de succès. Et en fait ce qui se passe dans tous les livres de Joël Dicker, c'est que tu sais jamais s'il parle de lui ou pas. Donc bref, tu suis quelqu'un qui a eu son premier roman qui a totalement explosé, qui est incroyable, il est le petit chouchou de l'Amérique et tout, et il se retrouve devant le syndrome de la page blanche, il s'est laissé embarquer un peu dans ce monde de Gaulois,
tout ça, les groupies et tout, et il arrive plus à écrire un roman. Et à côté de ça, on suit Harry Kéber du coup, qui était son professeur à l'université et qui a tout de suite cerné quel personnage était Marcus. Donc ça, j'ai adoré le personnage de Marcus, j'ai trouvé tellement complexe, tellement bien fait, c'était incroyable sa construction. Et ce qui va se passer, c'est qu'un jour, Harry Kéber va faire planter des fleurs dans son jardin, et les ouvriers qui vont planter ces fleurs vont en fait retrouver le cadavre d'une jeune fille qui a disparu 30 ans plus tôt, peut-être un peu plus, 40 ans plus tôt. Alors là, tout le monde est choqué, et en fait surtout ce qui se passe, c'est que elle est retrouvée avec le manuscrit original écrit par Harry Kéber, parce qu'en fait Harry Kéber a sorti un livre dans les années, je sais pas, 50, 60, 70, je me rappelle plus très bien, qui a été un énorme succès, vraiment, c'est le livre que tout le monde étudie à l'école aujourd'hui, et en fait là ils se rendent compte que la personne qui est retrouvée morte, elle a ce manuscrit original dans les mains, et donc il rattache ce meurtre à Harry Kéber et l'accuse du meurtre. Du coup, tu essayes de comprendre pourquoi elle était sur la pelouse, comment elle a connu Harry Kéber, ce genre de choses. Et Marcus va se dire, ok, cet homme-là, il a été tellement bon pour moi, il m'a tellement aidé dans plein de choses, et je le connais, je le sais que c'est pas un meurtrier, il faut que j'aille voir, il faut que j'aille mener ma propre enquête. Et en fait, il va commencer à écrire des notes, et il va se dire, il faut que l'Amérique comprenne que Harry Kéber, il n'est pas capable de tuer quelqu'un comme ça, c'est pas cet homme-là que j'aime, qui est en fait finalement un petit peu un père de substitution pour lui. Et un jour, il va mentionner à son éditeur, bah voilà, je suis en train de... là, je travaille là-dessus et tout. Et son éditeur va être fan. Et donc c'est un peu toute cette histoire de Harry Kéber qui enquête, donc qui cherche à savoir qu'est-ce qui s'est vraiment passé 40 ans plus tôt, qui a tué qui, mais en même temps qui apprend peu à peu, Marcus qui enquête, pardon, qui apprend peu à peu la vie d'Harry Kéber, qui était quand même, qui est son idole, qui est quelqu'un d'hyper important, il découvre des secrets qui lui plaisent pas trop, et en parallèle on suit sa propre vie à lui, Marcus, qui essaye d'écrire un nouveau roman, sauf que où est la limite entre raconter des événements, raconter la vérité, raconter la vie de quelqu'un quand même, c'est pas quelque chose que t'as trop non plus envie d'étaler. Donc voilà, et puis il va raconter un peu les petits secrets d'une petite ville, donc ça va pas forcément être super apprécié. J'ai adoré ce bouquin, j'ai adoré comment était gérée la double temporalité, la manière dont tous les gens témoignent, moi j'arrivais pas à savoir qui c'était. Honnêtement, j'avais pas mal de personnes en soupçon. La personne qui l'a fait au final, je m'en doutais un peu, mais j'étais un peu déçue par la fin. Je suis un peu toujours insatisfaite par les fins, j'ai l'impression. Et j'aurais trop aimé une fin un peu plus incroyable, mais ça n'enlève rien que j'ai quand même mis 5 étoiles à ce roman. C'est un bouquin qui fait bien 600-700 pages et tu le dévores, mais vraiment tu peux pas le lâcher. Je crois que je l'ai lu en une semaine, ouais, un truc comme ça. Et vraiment, c'était mon petit moment de plaisir de m'asseoir et de lire 3 heures d'affilée. J'aimais trop. Et j'ai vraiment hâte de lire d'autres livres de cet auteur, notamment parce que je crois que souvent son personnage de Marcus, du coup l'écrivain revient dans plusieurs choses, notamment dans le livre des Baltimore ou La Chambre 66. Et voilà, du coup j'ai hâte de me plonger plus. Et je trouve que c'était une entrée en matière soft dans tout ce qui est polar. Et je suis très contente d'être sortie de ma zone de confort avec ce bouquin. C'était une super découverte. Ensuite, j'ai eu un gros moment que j'ai pas lu, et notamment à cause de ce livre là, c'est Us de Sarina Bowen et Elle Kennedy. C'est le tome 2 de la romance Him, donc c'est une romance MM entre deux joueurs de hockey que j'avais vraiment bien aimé. Et en fait quand j'ai fini Him, du coup j'avais le papier d'Harry Kéber en même temps, mais ma lecture numérique c'était Us. Et en fait tu suis un couple une fois que ça y est, tu vois, à la fin d'un roman. Je sais pas comment expliquer, mais tu sais, souvent t'as un happy end, tout le monde finit ensemble, t'es ravis, c'est super. Et là en fait, du coup je peux pas vraiment dire ce qui se passe. Mais en gros, tu suis leur vie de tous les jours et comment dans un couple c'est pas toujours super rose, qu'il y a des difficultés, des problèmes de communication, des attentes différentes des deux côtés. Et en fait un des deux personnages traverse une phase plutôt sombre, dans le sens où je pense pas qu'on puisse qualifier ça de dépression, mais il a un moment quand même où il remet tout en question, il est dans une passe un petit peu grise de sa vie, on va dire, et donc c'était un peu compliqué à lire, genre c'était pas un roman super joyeux, parce que t'as un des deux personnages qui est quand même très triste, qui a plein de soucis, il se sent pas bien, l'autre qui essaye de voir pour l'aider, mais en même temps il sent qu'il s'éloigne, donc il remet un peu en question leur couple. J'ai trouvé ça intéressant de lire ce truc. Pour moi c'est quand même un tome qui vaut le coup d'exister, et donc je l'ai arrêté à la moitié. Et comme je vous ai dit, la dernière semaine de décembre j'ai repris plein de livres, et j'ai repris celui-là, et je me suis dit, lui, franchement si je continue de passer un mauvais moment comme ça, je vais le laisser de côté. Et en fait,
pas du tout, je l'ai repris et j'ai plongé dedans et du coup il me restait quand même la moitié du livre et j'ai bouffé la moitié du livre. Il y a quand même un moment où voilà, c'est toujours sombre, c'est tout, mais je sais pas, j'étais accro cette fois-là. Donc je pense que la première fois c'était pas vraiment le moment pour moi de le lire, donc je vous conseillerais de le lire vraiment à un moment où vous êtes dans une bonne phase. C'est pas quelque chose de super triggerant ou quoi, non, c'est juste que c'est pas un livre méga joyeux, donc tu vois, des fois t'es là en mode bah je lis pas pour me prendre la tête comme ça ou pour suivre des gens malheureux dans leur vie, donc voilà. Mais je sais pas, la deuxième fois j'ai adoré. Et il y a un troisième tome qui s'appelle Epic, mais je crois que c'est plus une petite novella, faudrait que je la lise aussi en numérique. Et là je me suis attaquée à une pépite, je suis trop contente de l'avoir lu l'année dernière. J'ai lu From Blood and Ash de Jennifer Ellermann-Trout, que j'ai ici dans ma super belle version Fairy Loot, qui m'attendait chez moi bien au chaud quand je suis rentrée. Regardez-moi ça, elle est belle, hein. J'ai trop hâte de lire les autres dans cette édition là du coup. C'est vrai que lire sur du papier ça m'a quand même manqué. Mais donc j'ai lu From Blood and Ash. Alors je sais que beaucoup d'entre vous attendez mon avis là-dessus parce que je vous ai toujours dit, le Solène de Librement Addict avait des goûts totalement égaux aux miens. Enfin, en fait il y a ce genre de personnes que tu crois à 100% quand elle te recommande un livre, et ça c'est sa saga chouchou, c'est vraiment elle qui l'a promu sur tout le booktube France. Et donc moi je me suis dit mais attends, enfin si elle l'a autant aimé, c'est sûr que moi aussi je vais l'aimer. Enfin vraiment, quand je vous dis que je me suis jamais trompée avec Solène, c'est un truc de malade. Et j'ai beaucoup aimé j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, mais il m'a manqué quelque chose parce que j'ai trouvé ce tome très très introductif. Mais sachant que je pense que ça va être une saga plutôt longue, je préfère ça parce que du coup là l'univers il est bien posé, j'ai bien tout compris, j'ai bien tous les éléments, et maintenant je suis prête pour attaquer le 2, le 3, la petite nouvelle et tout. Voilà, après j'ai vu des avis récemment, même je crois que Solène avait dit que le 2 avait un peu le syndrome du tome 2. J'ai vu un vlog d'une américaine qui lisait le 3 qui m'a dit qu'elle se faisait, enfin bah, elle l'a pas dit à moi, elle l'a dit à la vidéo, qu'elle se faisait complètement chier. Du coup j'ai un peu peur là j'avoue pour la suite, mais en même temps j'ai vraiment envie de savoir ce qui se passe. Dans ce livre vous allez suivre Poppy, qui est The Maiden, donc en fait qui est un petit peu, je sais pas, j'aime pas la traduction qu'a fait de Saxus de ce mot, mais en gros c'est un petit peu le trésor du royaume, donc tu comprends pas trop pourquoi au début, mais elle est cachée, protégée, elle va être sacrifiée plus tard, et donc voilà, c'est un cadeau des dieux en fait, des dieux. La mythologie dans cet univers au niveau de la construction, en gros tes enfants ont pas tous la même destinée. Quand t'as un premier enfant tu vas faire ça, la deuxième tu vas faire ça, mais du coup il y a pas mal de questions parce que tout est un peu pauvre. Il y a des gens qui deviennent immortels et donc Poppy va peut-être le devenir si elle réussit l'ascension, je crois que c'est ça. Toutes les grandes villes sont entourées d'un énorme mur pour les protéger des Craven. Les Craven c'est des monstres, mais d'où viennent-ils? Comment sont-ils devenus comme ça? T'as pas mal de réponses à la fin de ce tome 1 et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que c'est comme si l'autrice avait vraiment dit ok, cette bête là elle existe, mais je vais lui donner une raison d'exister, pourquoi elle est là. Et ouais, vraiment j'ai beaucoup aimé. C'est juste que pendant honnêtement sans rigoler, les 60 premiers pourcents de l'école, pourquoi de l'école, du livre, il s'est pas passé grand chose. En fait c'est la construction de l'univers, le déroulé de Poppy dans son château un peu enfermé, son changement de garde, et elle va se retrouver avec un nouveau garde qui s'appelle, j'ai envie de dire Hunt, mais je me demande si Hunt c'est pas Hawk, voilà, Hawk. Elle va se retrouver avec Hawk qui va la protéger, blablabla. Clairement, Hawk, il n'y a pas énormément de mystère. Genre, tu sais très rapidement, enfin, t'arrives à deviner très rapidement qui c'est, pourquoi il est là, ce qu'il fait là. Genre, quand t'as lu un peu de fantasy, tu sais que le mec, tiens, tu changes de garde du corps. Bon, non, ça va rien servir dans le livre. Non, c'est pas vrai. Genre, ça sert à quelque chose dans l'intrigue et c'est même super important. J'ai peut-être trouvé que c'était un peu fort de café, dans le sens où si vous avez lu ce bouquin, venez en parler avec mon DM. J'ai trop peur de vous spoiler, j'ai pas envie de vous spoiler. Ouais, bon, bref, les 100 premières pages, ça bam dans tous les sens. C'est super sympa, j'adore quand il y a plein d'actions. Pas mal de trahison et tout, c'était assez cool. Ça promet pour les prochains tomes. J'ai adoré Poppy, très bien construite, très très profonde en fait. Elle a plein de préoccupations parce qu'à la fois elle est comme je vous dis, le petit joyau du royaume, je sais pas comment le dire, mais vraiment la personne qui va faire plaisir aux dieux quand elle sera sacrifiée. Tout le monde la regarde, elle porte un voile tout le temps, elle est cachée, elle a grandi comme ça, enfermée à essayer de répondre aux espérances des autres. Mais en même temps elle a envie de plus, elle a jamais demandé à être cette personne. Et puis ses parents sont morts, tu vois, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est un peu la protégée de la reine, mais elle vit avec un duc et une duchesse qui sont vraiment pas ouf. Enfin voilà, elle a plein de petits trucs. Tu sens qu'elle veut être plus que ça. Enfin en fait elle veut pas être ça, mais elle l'est, et donc elle est obligée de répondre. Et elle se dit peut-être que je peux essayer de le remanier un peu à ma sauce. Enfin bref, ça vaut vraiment le coup d'être lu, je pense, From Blood and Ash. J'ai hâte de lire les 2 autres tomes que j'ai
Non, ils sont trop, je crois. Ah non, je crois que vous les voyez, ils sont là. Ouais, dans cette édition, et puis je crois qu'il y a un petit tome bonus avant la sortie des autres tomes de cette trilogie. Par contre, j'en profite pour vous dire que j'ai acheté ces bouquins en mars 2021. Ils étaient censés être livrés en juillet 2021. Ils ont été livrés en septembre 2021. Je trouve ça abusé de ouf, le temps. Bon, moi ça revenait au même, clairement, mais je trouve ça abusé. Donc ouais, voilà, l'univers est vraiment très très riche. Je pense que ça promet pour la suite. Ensuite, j'ai lu ce petit livre qui s'appelle La Tresse de Laetitia Colombani, qui était un cadeau de Titou et Rachel. Bon, je pense pas que vous verrez cette vidéo, mais merci. Deux de mes amis de lycée. Et en fait, comme c'est un livre tout petit, c'était le livre que je mettais dans ma poche de manteau. Alors allez savoir comment j'arrivais à le faire rentrer, je sais pas. Quand je prenais le métro à Paris l'année dernière. Parce que tu vois, tu le sors rapidement, c'est un tout petit poche, hop, et puis tu le replies, et voilà. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce livre, tu alternes le point de vue de 3 femmes, une en Italie, une en Inde et une en France, qui sont toutes les 3 à une période différente de leur vie, et dans le dernier chapitre tu comprends pourquoi, comment elles sont liées, et j'ai adoré ce petit lien que j'avais pas vu venir, je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé franchement. Et en fait à chaque fois t'alternes les chapitres, donc en fait c'est super facile de le laisser en pause pendant quelques temps. Bon, moi j'ai pas trouvé ça renversant comme histoire, tu passes un bon moment, si vous avez envie de trouver un petit poche, bah voilà, tranquillou, ça te fait un peu réfléchir, tu passes un petit moment sympa. J'ai surtout bien aimé les chapitres en Inde, mais j'ai peut-être trouvé ça un peu cliché, enfin je sais pas, j'avais l'impression que l'autrice avait un peu genre regardé 3 films et c'était tout. J'en sais rien, franchement j'en ai aucune idée, je me suis jamais renseignée sur Laetitia Colombani. Mais j'ai une amie qui est beaucoup allée en Inde dans sa vie et je sais pas, j'avais l'impression que c'était très très cliché la manière dont elle l'a raconté. Enfin bon, voilà, à voir. J'ai pas trop envie de m'attarder là-dessus parce que franchement c'était pas dingue, juste si vous avez envie de le lire, pourquoi pas. Ensuite, alors ça vous allez être ravis, je l'ai enfin lu. J'ai lu A Court of Silver Flame par Sarah J. Maas. Voilà, alors ça, j'ai eu des messages, je l'ai fini les gars, je l'ai fini, ça y est, on peut en parler. Puisque, voilà, certains d'entre vous ont pas mal rigolé quand ils regardaient mon book haul ou ma palle de 2021. Déjà, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous me faites souffrir comme ça? Et que je disais, ouais, après il y a Akos Feu qui sort, vous allez voir, moi, une semaine après la sortie, il est lu. Pas du tout, je l'ai fini en décembre. Voilà, comme ça tout est clair, on est d'accord, super. C'est le tome 4 de Akotar. Vous allez suivre ici Nesta et Cassian. C'était sympa, c'était vraiment très sympa, c'est juste une grosse brique. J'ai trouvé le grand point que j'ai pas énormément aimé, c'est pas un coup de cœur ce bouquin, c'est peut-être... Je pense que c'est celui que j'ai le moins aimé des 3. Mon classement ce serait le 2, le 3, le 1 et celui-là, le 4. Le 3.5 a une place très spéciale dans mon cœur. C'est un peu mon livre comfort zone. Il fait 100 pages, je le relis très régulièrement, j'adore. C'est une nouvelle où il se retrouvent tous les personnages de cette saga à Noël et c'est super sympa. Et je trouve que ça aide un peu à introduire ce tome-là. Déjà, j'ai trouvé qu'il y avait trop de scènes de sexe, mais vraiment, alors que vous me connaissez, c'est pas forcément un truc qui me dérange. Genre les Hugo New Romans, j'en ai lu à foison. Voilà, j'ai l'habitude du sexe, non, c'est très bizarre de dire ça comme ça, mais j'ai l'habitude. Bon, Sarah J. Maas est très bonne pour décrire ce genre de scène, mais là, tout le temps, et franchement, il faisait que ça, t'étais là en mode, vous voulez pas vous reposer un peu, je sais pas, genre calme, doucement. Donc honnêtement, on va pas se mentir, il y a pas mal de fois, j'ai sauté ces scènes-là, juste je lisais les dialogues, et encore, je sais pas vraiment si ça aidait à l'histoire. Après, l'univers est toujours au top, j'adore retrouver cet univers. Je sais pas pourquoi, dans ce tome-là, Rhys m'a énervé, Rhysand m'a vraiment énervé, mais quand je vous dis, genre dès qu'il parlait j'ai levé les yeux au ciel en mode pourquoi il est là, lui il me saoule. Par contre dès que Azriel rentrait dans une pièce je fondais. Azriel c'est mon bébé d'amour, je l'aime tellement, j'adore ce personnage, je l'adore vraiment. Et en fait il y a des gens qui disent que le prochain tome sera sur Azriel et un personnage qu'on rencontre dans ce livre. Je sais pas si j'ai envie ou pas parce que j'adore le Azriel que je me suis créé dans ma tête et je me dis si j'entends ses pensées je vais totalement changer d'avis, je sais pas. J'ai beaucoup aimé le cheminement de Nesta dans ce bouquin qui passe de... En fait c'est totalement... Vous voyez le gris de la couverture? Pendant très longtemps j'étais en mode pourquoi gris? Et en fait c'est totalement Nesta parce qu'elle a plein de points qui sont vraiment méchants, elle sait pas comment gérer sa colère, ce genre de choses, mais dans le fond du fond du fond elle a un bon fond et j'ai adoré ce petit truc du personnage qui essaye un peu de réparer ses erreurs mais qui est très maladroite dans la manière de dire les choses. Et Cassian j'ai trouvé qu'il était un peu cliché, enfin genre vraiment un peu bad boy, voilà, toujours là pour... Après il a dit des trucs vraiment mignons, à un moment il y a une phrase qui est quote dans pas mal de choses, il lui dit un truc style si tu veux t'éloigner de moi, il y a pas de... Enfin si tu veux marcher une semaine en silence, il y a pas de problème mais s'il te plaît ne t'éloigne pas de moi. Et genre cette phrase là elle était vraiment très mimi. Et ouais, et en gros Nesta va, comment on va dire, elle va commencer une sorte d'enchaînement. En fait,
punaise, comment dire parce que je veux pas vous spoiler les 3 premiers tomes. Mais en gros, voilà, elle va essayer d'appréhender un nouveau truc et donc elle va reprendre un peu sa vie en main. Et dans ce programme, on va dire, de reprise en main, elle va amener des gens avec elle, et notamment 2 filles qui du coup ça introduit un nouveau trio, donc j'aimerais trop que les prochains livres soient sur chacune des filles, et c'est vraiment trop bien. Leur relation à toutes les 3 j'ai adoré, du coup t'as quand même une romance, t'as quand même le sexe avec Cassian, parce que clairement à part ça y a pas grand chose entre les deux, t'as surtout une très belle amitié, et moi je pense limite que c'est plus cette très belle amitié qui a aidé Nesta que juste la romance, et ça j'ai vraiment bien aimé que Sarah J. Maas avait quelque chose comme ça dans son bouquin, de montrer que des bons amis ça aide aussi bien que trouver l'amour, genre le truc l'amour guérit tout. Après moi ce que j'avais adoré dans les premiers tomes, vraiment c'était le côté politique, entre les différents cours, entre les différentes cours, entre les royaumes et tout, le royaume des humains, enfin tout ça. Là j'ai trouvé clairement que la quête elle était vraiment pas ouf, elle est finie à la fin de celui-là, si j'ai pas de bêtises, ouais elle est finie à la fin de celui-là. Et c'était intéressant, mais avant j'étais vraiment là en mode waouh la politique, le retournement, et à côté il y avait la romance, alors que là je trouve que ça manque un peu d'intrigue politique. J'espère que les prochains tomes seront un peu plus chargés là-dedans, parce que c'est un truc qui me plaît beaucoup dans les fantaisies en général. Et oui, je vous disais, Sarah J. Maas, elle a mis pas mal de trucs, et notamment elle a mis une allégorie sur la maison dans laquelle vit Nesta, qui est la maison dans la montagne, pour ceux qui ont lu les premiers tomes. Et à la fin, en fait la maison va mieux à la fin, et c'est une représentation de Nesta qui est en fait impactée sur la maison. Bref, j'ai trop aimé ce genre de petites notes un peu philosophiques, et niveau sentimental, ce bouquin il est vraiment très bien fait, j'ai trouvé. Et il me reste plus qu'à vous parler d'un seul livre que j'ai pas avec moi, c'est Punk 57, dont je vous ai déjà parlé un petit peu dans mon award. J'ai trouvé que c'était une romance parfaite, dans le sens où ça se passe au lycée entre 2 personnages. Vous suivez, donc les 2 personnages se sont rencontrés par le biais de, quand ils étaient en mode en CM1, CM2, un truc comme ça, ils devaient s'écrire des lettres entre écoles, du comté voisin on va dire. Et en fait ils sont restés en contact toute leur vie. Et sauf qu'un jour ce qui va se passer c'est que le garçon un peu par erreur va tomber sur la fille dans une fête, et puis à partir de là va se passer plein de choses, et bref ils vont se retrouver dans le même lycée, et voilà, ça tissue un peu leur évolution. Du coup le fait que leur amitié devienne en vrai, forcément il y a un petit peu de mensonge, tu connais, un petit quiproquo, tout ça. Et ça se passe, en gros c'est un enemies to lover, mais en même temps tu sais que ce sera jamais vraiment enemies, parce que s'ils s'entendent super bien à l'écrit, ils s'entendront super bien à l'oral, mais c'était génial, c'était vraiment bien, et j'ai adoré le personnage féminin. En fait je l'ai autant aimé que détesté, parce que c'est une fille qui attache tellement d'importance au regard des autres et à être intégrée dans des bandes d'amis un peu bof finalement, qu'elle se transforme pour devenir la personne qu'elle a envie que les gens voient en elle. Oh je crois que c'était clair en vrai. Et donc ça c'était à la fois triste et à la fois bien représenté, c'est pas quelque chose que tu vois forcément souvent dans les romans. Donc voilà, encore un petit personnage un peu gris, c'était cool. Et j'ai surtout trouvé qu'il y avait pas de trucs, franchement c'est hyper cliché, ça se passe au lycée et tout, mais c'est vraiment, si t'as envie d'une romance qui se passe au lycée, sympa, sans problème, celle-là elle est trop bien, celle-là elle est vraiment bien, et il n'y a pas une relation toxique, comme souvent finalement quand j'y réfléchis, genre After, les trucs comme ça, je me dis waouh, et moi j'aimais bien ça. Non, celle-là c'est pas toxique, et c'est full cliché, mais c'est des bons clichés qu'on aime bien. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce point lecture vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, lesquels vous avez préférés, ce que vous en avez pensé, si vous voulez les lire, et en attendant, moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!